Suivez les indications d'orientation données par le commentaire. Votre parcours de visite est jalonné de bornes découvertes. À chacune d'elles correspond un petit documentaire sur l'histoire des familles, des vestiges ou des monuments. Des séquences de voyages temporels vous projetteront dans le passé à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Mettez le vidéo-guide en pause à la fin de chaque documentaire ou à ce signal. Vous êtes à l'entrée du village, début de votre parcours de visite. Avant de commencer votre périple dans le village, imprégnez-vous de son histoire à travers ce petit film. Ils sont là depuis des siècles. Ils sont neufs et font vivre plus de 2500 âmes. Agriculture, vignes, moulins et tissages, ils ont les atouts pour assurer une vie paisible et conviviale à leurs habitants. Pour la vie quotidienne, il y a l'aubergiste, le buraliste, le cafetier, le boulanger, l'épicier et même un marchand de nouveautés. La vie s'organise autour du travail, des veillées, de la messe du dimanche pour laquelle on se fait beau et de la tournée du marchand ambulant. Puis, il y a les fêtes de famille et les fêtes patronales. Mais sous ce ciel serein, tout d'un coup, c'est l'orage de feu. Ce sont les chênes qu'on déracine, ce sont les hommes qu'on assassine. Tour à tour, les villages vont subir une lente agonie entre le moment de la capture et celui de leur délivrance. Le tonnerre d'acier a été trop fort, le choc trop rude pour ces villages, autrefois paisibles. Pierre après pierre, les villages sont morts. Morts pour la France, seule subsiste leur âme. Cette âme que chaque année, dans chaque village, les descendants font revivre. Car maintenant, la vie des villages, c'est la mémoire. Telle celle des Sachots, le surnom des habitants de Hautmont. Tous, chaque année, redonnent vie et ressuscitent l'âme de ces lieux. Cérémonie hors du temps qui entr'ouvre l'éternité. Commençons notre parcours. Sur le côté gauche de la route se trouve notre première station découverte. Parmi les 6 enfants de Célestin, les 3 fils, François, Augustin et Jules, partent à la guerre. Jules a devancé l'appel et n'a que 18 ans quand il est incorporé. Parfois, il arrive qu'ils se retrouvent ensemble et posent pour une photo souvenir. Mais Augustin mourra au combat en 1917. Après la guerre, Jules deviendra maire de Hautmont pendant une dizaine d'années. Il sera à nouveau mobilisé en 1939. La guerre passée, la vie s'écoule normalement. Ici, la famille est réunie à l'occasion de la communion du fils de François en 1933. Continuez vers la droite et remontez la rue toujours sur le côté gauche de la route. Vous arriverez sur la prochaine station découverte. Ernest d'Autun partit à Paris en 1871
en tant que compagnon cordonnier. Il y resta 6 ans. Revenu au pays, où il installe sa cordonnerie, il se marie avec Honorine, avec qui il aura 4 enfants. Ernest d'Autun a été le premier maire après la guerre. Il a fait ériger le monument aux morts et la chapelle. Sa femme, la Norine, comme on l'appelait, était réputée pour sa connaissance du pouvoir curatif des plantes. On venait la trouver pour soigner ses maladies et douleurs ou se faire remettre une cheville ou un poignet en place. Leur petit-fils, Marcel Raguet, fils de Mathilde, deviendra un des maires de Hautmont et sera, de plus, nommé maire honoraire. Depuis la station, dirigez-vous vers la droite jusqu'à la borne en pierre. Acquise par la municipalité en 1859, la rénovation d'une maison permettra d'abriter une mairie, l'école mixte et le logement de l'instituteur. Au rez-de-chaussée, on trouve la chambre de l'instituteur avec une porte donnant sur la cuisine. Il y a aussi la salle de classe où les enfants sont accueillis par l'extérieur, donnant sur un préau. L'instituteur est souvent le secrétaire de mairie. Nul doute qu'à l'issue de chaque réunion du conseil municipal, il n'y avait qu'un pas pour se retrouver au lit. En 1915, les premiers obus allemands tombent sur Hautmont et endommagent le bâtiment, qui volera en éclats le 21 février 1916. Positionnez-vous maintenant devant la plaque commémorative fixée au coin du mur de la chapelle, quelques mètres à droite de la borne. Cet endroit, à la croisée de la rue principale et de la ruelle du presbytère, a été baptisé Carrefour du Sénégal pour rendre hommage au 68e bataillon de tirailleurs. Ces hommes ont vécu l'enfer à Hautmont. Ici, début octobre 1918, plusieurs centaines d'entre eux sont tombés pour reprendre le village. Cette place rappellera en permanence le sacrifice de ces hommes venus de si loin et le respect qui leur est dû. La plaque a été découverte le 8 juillet 2011 par le maire de Saint-Louis du Sénégal en personne. À partir du panneau, allez vers la gauche, remontez l'alignement de pierre et suivez la direction donnée par l'indicateur de circuit. Arrêtez-vous à la prochaine station découverte. Le nom de Gonore est l'un des plus anciens du village. On dit même qu'il remonte à sa création et que son origine viendrait de l'allemand Sonne, le soleil. Louis Gonore et sa femme Stéphanie Noël ont eu 2 enfants, Julien et Paulin. Paulin Gonore avait su apporter un peu de chaleur dans ce village, car lors d'une chasse, en octobre 1901, il tua une laie de 90 kilos qu'il partagea avec les habitants. Ici, parmi les vestiges, il y avait encore une partie de l'évier de la veuve Gonore, sur lequel
elle avait sans doute fait couler beaucoup d'eau avant d'y verser des pleurs lors de l'évacuation. Son fils Paulin est mort à la guerre en 1916. Repartez tout de suite à droite, jusqu'à la station, au pied de l'arbre, à l'entrée du chemin. C'est en souvenir d'un conflit entre Joseph Henry, le maire de Hautmont, et le curé de la paroisse, au sujet de la propriété d'un arbre abattu, que le 6 décembre 1999 fut planté un tilleul. Les enfants des écoles des villages voisins de Hautmont l'ont planté au même emplacement que l'arbre de la discorde. Cette anecdote vous sera contée en détail à la prochaine station découverte. Maintenant, empruntez le chemin et poursuivez-le jusqu'à la prochaine étape, la borne du presbytère. Érigé entre 1813 et 1843, le presbytère aura une vocation scolaire avant la construction de la mairie-école. À la fin du XIXe siècle, la lutte anticléricale poussera le maire Joseph Henry à dénoncer le curé qui a abattu un orme qui voisinait au secteur de son jardin et lui faisait de l'ombre. Le curé avait négligé de partager le bois de cet arbre enraciné sur le territoire communal. Tout à côté de la borne presbytère se trouve une autre station découverte au pied d'un pommier. Un autre arbre, source de vie et de nourriture, un pommier, venu du Loiret, a été planté le 9 avril 2009 à l'arrière du presbytère par des collégiens de Chalette-sur-Loing. Au pied du pommier se trouve ainsi déposée la terre du Loiret qui recouvre désormais le sang versé par les aïeux des collégiens sur ce sol meurtri. Vous pouvez maintenant vous diriger vers la gauche du pommier et reprendre le sentier de découverte. Tournez vers la droite dès les premiers arbres. En haut de la butte se trouve votre prochaine station découverte. Reprenez le sentier de découverte, continuez-le sur votre droite jusqu'au panneau indicateur en face du mur de la chapelle. Longez le mur jusqu'au panneau indicateur en bord de route. Une fois à la croisée du mur et de la route, remontez sur une centaine de mètres. En retrait de quelques mètres sous les arbres, se trouve votre prochaine station découverte. Gaston Charton, dont la famille s'était réfugiée à Pont-de-Vaux dans l'Ain, revient au pays après avoir été démobilisé juste après la guerre. Il s'installe à Champneuville, où il rêve de reprendre le métier de son père Gustave, maréchal ferrant. Voulant cercler une roue de chariot, il allume un feu. Une violente déflagration retentit. Sous le feu, dormaient des obus à peine enterrés. Il ne deviendra pas maréchal ferrant, mais entrera dans la maréchaussée, à cheval. Maintenant, tournez-vous à droite de la borne. Et toujours en retrait par rapport au bord de la route, vous voyez votre future station. Albert le courtier meurt des suites de ses blessures reçues au combat peu de temps avant la fin de la guerre. Il est le 8e des 10 enfants d'Amand le courtier, le maire de Hautmont. Né en 1882, Albert, marié avec Nelly Poncelet, est le père de 2 enfants, Paul et Ida. Ses 2 frères, Victor et Gustave, sont aussi partis sur le front
mais ils reviendront sains et saufs. La famille, exilée à Broutières, en Haute-Marne, apprendra là-bas l'affreuse nouvelle concernant Albert. Le dernier frère, Anatole, aîné des garçons, y a la lourde tâche de veiller sur la famille et de la réinstaller en Meuse, à Gercourt et Driancourt. Faites demi-tour, traversez la route et presque en face de vous se trouve votre prochaine station découverte. Rejoignez la route et descendez-la jusqu'au panneau routier à gauche. De là, dirigez-vous vers la lisière de la forêt. Une station découverte vous attend. On ne pouvait pas ignorer la famille Merle. Le coquetier, ou cocassier, Eugène Merle, était connu non seulement à Hautmont, mais aussi dans tous les villages environnants. Dans chaque village, il passait pour ramasser les œufs que sa femme Julienne arrangeait aussitôt pour qu'ils soient prêts à la vente. Elle calibrait les œufs après les avoir mirés à contre-jour. Pendant ce temps, Eugène s'occupait des volailles, ramassées dans les fermes voisines. Lapins, pintades, dindons et canards voyageaient dans un de ces chariots en direction du marché de Verdun. La famille Merle, lors de l'évacuation, s'est installée à Saint-Dizier, où elle a tenu son commerce. Ses descendants sont encore en Haute-Marne à l'heure actuelle. Reprenez la route et descendez-la jusqu'à la passerelle en bois. Vous l'emprunterez et à votre gauche, sous les arbres, votre future station découverte vous renseignera. À Hautmont, on remonte la trace de la famille Géant jusqu'en 1700 environ. Numa Géant est le dernier enterré à Hautmont en mai 1914, tout juste 3 mois avant l'Exode. Son fils Auguste l'a précédé dans la mort en 1909. La fille d'Auguste, Yvonne, née à Hautmont en 1897, décédera en 1915 à 18 ans, laissant sa mère Marie seule, pendant que son fils Marcel est à la guerre. Sur cette photo, Marcel porte un brassard pour le deuil de sa sœur Yvonne. Il est blessé le 10 août 1918 à 15 h par un éclat d'obus à la tête à Busse, dans la Somme. Son comportement tout au long de la guerre lui vaudra d'être décoré de la Croix de guerre ainsi que de la Croix du combattant. Si vous continuez le chemin vers la gauche, vous vous promènerez et découvrirez la fontaine d'Assois. En revenant de votre promenade, repassez sur la passerelle et descendez la route jusqu'au chevron creusé dans celle-ci. L'axe de la branche gauche vous oriente vers la prochaine station découverte. Joseph Henry restera attaché aux souvenirs de Hautmont longtemps après sa destruction. Lorsqu'en 1905, l'État promulgue la loi de séparation entre l'Église et l'État, dans chaque école à cette période, il y a un Christ dans les salles de classe. Joseph Henry, maire du village, l'en retire et le ramène avec lui. À Hautmont, l'école et la mairie sont dans le même bâtiment. On le croyait perdu définitivement, dans l'ignorance même de son départ avec l'ancien maire lors de l'évacuation. 87 ans après, en 1992, un petit-fils de Joseph le rendra à Hautmont, où on peut l'admirer sur l'autel dans la chapelle lors de la cérémonie annuelle. Rejoignez la route et marchez à destination de l'entrée de la chapelle.
Derrière le monument, cette chapelle, construite sur l'emplacement de l'ancienne église, a été inaugurée en 1932. Sur la plaque, au-dessus de la porte, le village est appelé Aumont-le-Soleil, en référence au lieu-dit le Soleil, qui était sacré pour les Gaulois ayant habité cette contrée. Ce même soleil, que l'on retrouve sur le vitrail derrière l'autel, met en lumière la statue de Marie. En haut figure une fresque représentant Saint Hubert, le patron des chasseurs, avec son arbalète. À gauche se trouve la fresque de l'enfant Jésus dans les bras de Marie et le vitrail de Saint Nicolas, saint patron de Aumont et de la Lorraine. On trouve également le vitrail de saint Éloi, le patron des cultivateurs. En 1933, un triptyque a été peint montrant de gauche à droite Aumont en 1914, 1915 et 1916. Reprenez la direction de la route, traversez-la et positionnez-vous dans l'herbe en face du portail, comme sur la photo. Maintenant, retournez sur la route au niveau de l'angle du mur de la chapelle. Il est maintenant temps de découvrir le blockhouse. Positionnez-vous devant l'entrée qui se trouve derrière les silhouettes de soldats. Vous pouvez explorer maintenant le deuxième blockhouse qui se trouve plus loin sous les arbres. Rejoignez la route maintenant. Parcourez 50 mètres environ à partir du blockhouse, puis restez au milieu de la route. Et maintenant, retournez-vous. Dirigez-vous vers les silhouettes. Derrière celle-ci se trouve votre dernière station découverte, qui clôturera votre visite du village. La vie de Constant Arsène Caillasse nous laisse songeurs. Constant Arsène est agriculteur. Marié avec la douce Valérie Prudhomme, il devient le papa d'Élise Valérie le 2 avril 1893. Et là, tout bascule. La semaine qui suit la naissance, Constant Arsène perd sa femme.
La petite Élise ne lui survit pas. La vie doit pourtant continuer. Le 12 juillet 1893, il se remarie avec Félicité Marie Charton. C'est une jeune fille du village, née de Théodore Charton et de Catherine Lecourtier. Le destin continue à talonner Constant Arsène et le 24 novembre 1910, son épouse décède. Mais il se remariera le 5 octobre 1911 avec la propriétaire de la ferme d'Anglemont, Marie-Virginie Perrard, veuve d'Émile Gervaise. Retrouvez la ferme d'Anglemont, dont il est question à la fin de ce petit film, dans le chapitre suivant, consacré aux fermes rattachées à Hautmont. Pour compléter votre immersion dans l'histoire de Hautmont-Pressamogneux, nous vous proposons de découvrir 2 fermes situées sur son territoire et qui, elles aussi, sont tombées sous les bombes. Il n'en reste aujourd'hui que très peu de traces. Située à 3 km au nord du village, la ferme d'Ormont se trouvait sur un passage important vers Danvillers, en passant par Crépion. Gérard d'Anoncelle, grand avocat à la cour de Paris, en a été propriétaire au milieu du XIXe siècle et a longtemps entretenu, à ses frais, le chemin qui reliait la ferme au village. Puis vint la famille d'Ashley, et enfin la famille Robinet, dont le fils Paul, après la guerre, a repris l'exploitation. Là, entre 1923 et 1926, sont nées 4 filles, mais le destin a voulu que la ferme soit comprise dans la zone rouge, dont les limites ont été fixées en 1928. Paul Robinet a dû quitter la ferme, qui est restée à l'abandon, s'est écroulée et a été peu à peu recouverte par la forêt. On parle d'Anglemont dès le IXe siècle, à l'époque de Charles le Chauve. En suivant le chemin qui mène à Beaumont-en-Verdunois, à travers le bois des Cors, on arrive 3 km plus loin à ce lieu mythique, devenu avec le temps une ferme imposante. Cette ferme est la propriété de la famille Gervaise, depuis la fin du XIXe siècle, jusqu'à la veille du premier conflit mondial. Les enfants y grandissent au rythme des travaux dans les champs, qui occupent tout le territoire alentour. Soudain, la vaste cour accueille de nombreux soldats. La ferme est occupée par des troupes françaises dès les premiers moments de la guerre. À ce moment, seul le pigeonnier, très imposant, a perdu sa toiture. Point névralgique jusqu'à la bataille de Verdun, les soldats, comme les murs, souffriront des combats qui vont faire rage et engloutir peu à peu la ferme d'Anglemont et son pigeonnier, dont il ne reste plus que ruines fumantes, occupées par les Prussiens. Les lieux qui réapparaissent ici en 3D sur le plan cadastral sont aujourd'hui couverts par la forêt domaniale. Ces bois, comme dans le reste du village de Hautmont, recouvrent cet endroit sacré où on ne trouve hélas que très peu de vestiges. Mais le souvenir demeure. La commission municipale de Hautmont-Pressamogneux vous remercie de votre visite.